une femme ou un homme qui s'engage dans l'étude, dans une étude sérieuse évidemment, c'est-à-dire pour le respect de la Torah et des mitzvot, le fait avec une vocation de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre la halakha sans déformation. Et aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose. Après des années de bataille judiciaire, la Haute Cour de justice a tranché. Exclure les femmes du rabbinat est discriminatoire et a imposé donc au rabbinat d'ouvrir ses épreuves avec inscription qui sont déjà presque possibles pour les premières épreuves qui auront lieu, je crois, au mois de février ou au mois de mars. Une décision qui va changer le rôle des femmes dans la vie religieuse et publique en Israël. C'est ce que nous allons voir en tout cas. Pour en parler, nous sommes très heureux d'être avec Chana Rumi. Chana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors pour être exact, il faut dire Rabba Chana Rumi. Exact. Vous êtes enseignante, diplômée de psychologie, vous avez dirigé aussi l'école Leven à Paris et vous enseignez aujourd'hui la Torah dans différents cadres. Avant de revenir sur cette décision, je voudrais justement qu'on parle de votre titre. Quelle est la différence entre une rabba et une femme rabbin ? Alors, il n'y a pas de différence si ce n'est le choix et la possibilité pour les femmes de choisir en fait leur dénomination. Moi, j'aimais la notion de rabbin et pas rabbinite parce qu'on confond souvent rabbinite avec la femme du rabbin, ce que je ne suis pas. Et donc, rabbin, c'est le féminin de Rav, tout simplement. Voilà, donc c'était mon choix personnel. Okay. Et après, effectivement, femme rabbin, c'est plus la traduction française, en fait, de rabat ou rabbinite, voilà. Mais ça n'a pas trop d'importance, j'ai envie de dire, la dénomination. Ce qui compte, c'est le travail qu'on accomplit. Voilà, alors on va parler bien sûr du travail que vous faites, mais aussi bien de cette décision qui a été prise donc par la Haute Cour de justice de permettre en fait aux femmes de passer les examens du rabbinat, et donc une révolution pratiquement en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord un peu cette décision de la Haute Cour de justice ? Alors, je vais juste, évidemment, il y a une forme de révolution, mais je préfère le terme évolution. C'est une évolution nécessaire au peuple juif, nécessaire à l'avancée et à la force du peuple juif, que l'on continue de rendre cette Torah vivante. Donc, je préfère le terme évolution que révolution, déjà. Alors, en fait, ce qui se fait actuellement, c'est que des femmes obtiennent une ordination rabbinique d'instituts qui ont bien voulu offrir aux femmes la possibilité de se former, offrir aux femmes la possibilité donc de suivre des études rabbiniques au même niveau que celles des hommes, sans aucune différence, et qui donc dispensent cette smicha à des femmes. La différence aujourd'hui, la différence majeure, c'est que c'est le rabbinat israélien, donc la haute autorité rabbinique d'Israël, qui dispenserait cette smicha, donc quelque chose, une forme de légitimité absolue et surtout quelque chose qui deviendrait incontestable dans le monde juif orthodoxe, je précise. Alors, le rabbinat a tenté de retarder ou d'adapter donc l'accès à ces examens. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous, de l'état d'esprit de cette institution face à cette question ? Alors, moi, je n'ai pas trop envie de m'appesantir sur du négatif et je pense que mes consoeurs sont un peu dans le même esprit, même s'il y a une volonté de ne rien lâcher. Depuis 2018, c'est-à-dire depuis 7 ans, des organisations qui les soutiennent tentent d'offrir cette possibilité de s'inscrire aux examens de la rabbanoute. Il a été dans un premier temps annoncé aux femmes qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire parce qu'il y avait des matières qu'une femme ne pourrait de toute façon jamais, sur lesquelles elle pourrait jamais de toute façon légiférer. Et entre autres, ce qui était l'ironie du sort, c'est que ça s'est focalisé en particulier sur les lois de Nida, donc les lois qui régissent le fonctionnement halachique d'un couple et qui sont fondées sur les cycles naturels des femmes. Et il a été dit aux femmes, en 2018, lorsqu'elles ont voulu s'inscrire, typiquement, les lois de Nida, c'est qu'un homme qui peut être tout à fait juge en la matière. Donc, si vous voulez,
L'ironie du sort a été que la réponse a été faite sur les lois de Nida. Donc on a expliqué aux femmes que de toute façon elles ne pourraient pas obtenir cette smicha et que donc ben, il ne servait à rien de les laisser s'inscrire. Il se trouve que les femmes qui ont voulu s'inscrire sont des femmes qui depuis le plus jeune âge étudient, ont l'amour de la Torah, l'amour de la transmission, et que quelque part, refuser à ces femmes de pouvoir s'inscrire à des examens, de pouvoir dire, je veux savoir où j'en suis de mon niveau d'études, je veux savoir si je suis capable d'enseigner au même titre qu'un homme, eh bien tout simplement, ça a été jugé par la Cour suprême discriminatoire. Alors, est-ce que ça a une incidence sur, on va dire, la halakha? C'est-à-dire que certains saluent cette décision comme une avance historique pour la reconnaissance de l'étude pour les femmes, d'autres évoquent au contraire un risque de remise en cause de la halakha. Comment vous interprétez cette décision? Alors moi, je crois que c'est comme pour les hommes, il n'y a pas de différence en fait. Pour moi, c'est pas un problème de genre, c'est un problème de volonté. Il y a un principe quand on s'engage dans l'étude de la Torah, qui est un principe talmudique, qui est, je vais le formuler en hébreu parce que la formulation est magnifique et je l'expliquerai en français. On part du principe que c'est la matata liva de halacha, de l'ilchata. C'est-à-dire que l'engagement dans l'étude a pour vocation d'une finalité halachique. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme qui s'engage dans l'étude, dans une étude sérieuse, évidemment, les Shem Shamaïm, c'est-à-dire pour le respect de la Torah et des mitzvot, le fait avec une vocation de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre la halacha sans déformation. Et aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose finalement, parce que au fond, cette possibilité offerte aux femmes de diriger des communautés, d'enseigner la halakha, de tout simplement diriger, de faire œuvre pastorale auprès d'un public. Aujourd'hui, on sait que les autorités halachiques ne sont pas si catégoriques sur l'interdiction d'une femme de diriger. Et typiquement, dans les faits, aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de communautés en Israël, aux États-Unis, et maintenant en France, puisque moi j'ai fondé ma communauté avec ma co-rabbin Evelyne Oliel-Gross, et je ne suis pas la seule, il y en a maintenant en France également. Eh bien, on sait aujourd'hui que dans les faits, les femmes aujourd'hui dirigent des communautés et que ça ne pose pas de problème à l'Afrique qu'une femme dirige une communauté. On a l'exemple de Dvorah, dont le Talmud de Jérusalem précise effectivement que à partir du moment où l'autorité halakhique et rabbinique est accordée à une femme, si si son public, si sa communauté la reconnaît dans ses fonctions, il n'y a aucune difficulté halakhique à ce qu'elle puisse diriger une communauté, enseigner et faire certaines tâches, évidemment. Il y en a Ouais. certaines, effectivement, qui, d'un point de vue halakhique, posent problème. Hmm. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion. Alors, justement, on parle de beaucoup de communautés aux États-Unis, quelques communautés qui commencent ici aussi en Israël, mais la majorité des communautés où il y a une femme rabbin, une rabbin, sont quand même jusqu'à présent des communautés, on va dire, conservatives ou libérales. Et là, on parle de communautés quand même orthodoxes, ce qui est quelque chose de... Alors, comme vous avez dit, c'est peut-être pas une révolution, mais c'est une évolution, encore une fois. Oui, mais je crois que tout simplement, le peuple juif a besoin, on s'enrichit de ces voix en plus qui ont manqué pendant 2000 ans pour des raisons historiques, culturelles, enfin voilà, pour des raisons qui sont maintenant, on va pas les analyser, mais qui sont ce Mhm. qu'elles sont. On a manqué de ces voix, on a manqué de cette seconde partie du peuple juif qu'on a la chance aujourd'hui de récupérer. Je pense que c'est une immense chance. On vit une époque très heureuse où on va pouvoir dire aux générations futures une voix, au fond, une voix de femme ou une voix d'homme qui enseigne, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on va pouvoir être inspirant, inspirante? Est-ce qu'on va pouvoir insuffler quelque chose à nos communautés? Et c'est tout ce qui compte parce qu'on ne vit pas une époque facile pour la transmission du judaïsme. Est-ce que, d'après vous, mais je pense connaître la réponse, est-ce que les femmes peuvent apporter encore quelque chose de plus justement à cette fonction que les hommes ne peuvent pas apporter? Ça sera à nous de le prouver. C'est à nous. Je parle au présent. C'est à nous de le prouver, absolument, mais je crois sincèrement que, ne serait-ce que par identification, les femmes ont besoin d'avoir aussi des voix de femmes qui portent, et pas seulement les femmes, je crois les hommes aussi. Ce sont des voix différentes, on ne va pas maintenant s'étaler dessus, mais oui, ce sont des voix différentes, ce sont des voix différentes
dans la compréhension des textes, dans le lien particulier avec les fidèles, et elles peuvent apporter beaucoup, je pense, aux communautés qu'elles dirigent. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi quand même que pour certains dans la communauté, que ce soit en France, que ce soit en Israël, certaines personnes soient entre guillemets gênées par le fait que ce soit une femme qui soit à la tête d'une communauté? Est-ce que vous comprenez ce genre de réaction? Alors, je le comprends et en même temps, je ne le comprends pas. Je suis très paradoxale sur cette question. Je crois que si une communauté ne se sent pas à l'aise avec l'idée d'avoir une femme qui dirige, c'est très bien. Le monde est fait de diversité et moi, je ne souhaite pas faire violence à qui que ce soit. Si des personnes ne se sentent pas à l'aise, si l'histoire de la communauté n'est pas une histoire qui est prête à accueillir la voix d'une femme qui enseigne, qui aide, qui dirige pastoralement ses fidèles, il n'y a pas de souci. Mais il y a des communautés qui le demandent, il y a des communautés qui aimeraient être respectueuses de la halakha tout autant de faire de la place à une voix de femme. Et dans ces cas-là, oui, nous sommes prêtes à agir et à donner. C'est ce qu'on fait en fait dans les faits depuis... Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais Mhm. depuis 20 ans. Donc, c'est pas tellement non plus quelque chose de si troublant et de si gênant. Euh, voilà, je pense qu'on a une sensibilité différente, parce que sinon on ne serait pas là. Ouais. Et cette sensibilité doit pouvoir s'entendre et on doit pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice, parce qu'au Mhm. fond, c'est tout ce qui compte, c'est la transmission de l'étude de la Torah, l'amour des mitzvot, c'est tout ce qui compte. Cette décision a donc été prise par la Haute Cour de justice ici en Israël. Est-ce que vous pensez, vous avez dit que vous ne voulez pas parler de choses négatives, mais quand même, question qui s'impose, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui pourrait être prise par le rabbinat en France? Ah, Alors, déjà qu'on aille au bout du processus en Israël, Ouais. euh, c'est pas gagné. C'est-à-dire que l'inscription aux examens, maintenant, de toute façon, ne fait pas de doute. Les examens auront lieu au mois d'Iyar de cette année, Mhm. donc plus ou moins au mois de mai. Sur cette question-là, les femmes, il y a déjà des femmes qui se sont inscrites. Sur cette question, il n'y a pas de doute. L'étape d'après, ça va être de donner le diplôme à des femmes. Et là-dessus, déjà, on a des doutes, puisque les grands rabbins ont fait savoir, donc le rabbin Kalman Ber et le rabbin David Yosef ont fait savoir qu'ils ne donneraient pas de smicha aux personnes qui, halachiquement, ne sont pas aptes et pas dignes à recevoir ce certificat. Donc j'ai envie de dire, wait and see, Ouais. attendons de voir déjà jusqu'à quel point ce processus va être possible en Israël. On verra. Après le rabbinat en France, au jour d'aujourd'hui, j'ai mis de gros, gros, gros doutes. Voilà. Mais j'ai envie de dire aussi que on n'avance pas toujours en espérant, en ayant des attentes. On avance aussi en agissant. C'est la Mhm. Torah, ce sont les Ouais. Chachamim les sages qui nous l'enseignent. Donc on agit, on fait, et puis le chemin se creuse. Très bien. Pour terminer, Rabba Hana Rumi, est-ce que vous pensez que cette décision va transformer en profondeur le rôle des femmes dans les structures religieuses et communautaires en Israël? Il transforme déjà. Dans les faits, il transforme déjà. Je vous disais, il y a des dizaines de communautés en Israël, pour ne parler qu'Israël. Mhm. Il y a déjà des dizaines de communautés qui font référence à des femmes, qui ont nommé des femmes rabbins. Je parle de communautés orthodoxes, là, hein, Oui, parce oui. que les communautés libérales et conservatives, c'est Ça un existe depuis fait qui longtemps. est installé depuis pratiquement un siècle. Mhm. Mais dans les communautés orthodoxes aujourd'hui en Israël, de fait, il y a déjà des femmes qui répondent à des questions halachiques. Vous avez des femmes qui n'ont pas forcément envie de s'adresser à des hommes lorsqu'il s'agit de questions de nida, donc de questions de pureté rituelle, et qui s'adressent déjà à des femmes. Il y a des dizaines de femmes qui sont des Toanot, Halacha, Mhm. Rabbaniot, on peut l'appeler comme on veut. Au final, ce qui compte, c'est l'action. Et il y en a déjà. Je vous disais, en France aussi, ça arrive. Donc, dans les faits, en fait, la transformation est déjà là. Voilà, une évolution. Donc, comme vous l'avez dit en début de cette Absolument. intervention, une évolution. Chacun jugera de
quelle manière cette évolution se passera. Mais en tout cas, merci beaucoup, Merci beaucoup. Rabah Hana Rouimi, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup. Et Et je Shabbat. souhaite bon courage aux jeunes femmes qui vont tenter Ouais. ces examens dans quelques semaines. Et on suivra bien sûr de très près si justement, comme vous l'avez dit, ils recevront ce diplôme en fin de compte, de ces examens. Ça sera une affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup et Shabbat Merci. Shalom. Shabbat Shalom.